Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour suivre cette nouvelle formation qui porte sur comment trouver de bonnes idées de reportage. La question que nous allons nous poser est de savoir comment cultiver ta créativité et trouver des idées même quand on pense qu'on n'en a pas. Comment s'organiser pour proposer à nos rédactions des sujets qui intéressent, des sujets qui sortent des sentiers battus. Nous allons partager avec vous quelques-unes des solutions au cours de cette formation qui sera assurée par Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour aussi, bonjour à tous. Petite présentation rapide, Marie Nodacher est journaliste depuis 12 ans pour la radio et la presse écrite. Elle a travaillé notamment pour la Deutsche Welle, la radio Europe 1, le quotidien La Croix et elle est également productrice de podcasts. Installée à Sao Paulo, au Brésil, comme journaliste correspondante depuis 2010, elle a écrit 2 livres publiés aux éditions Atelier Henri Dougier. Marie est diplômée de l'école de journalisme de Saint-Paul, Paris, et titulaire d'un M1 en littérature moderne à la Sorbonne. Elle travaille en anglais, en français et en anglais. En français, en anglais et en portugais, autant pour moi. Et elle est également enseignante vacataire à l'école de journalisme de Sciences Po. Merci beaucoup, Marie, d'avoir accepté notre invitation pour former les confrères et les consoeurs francophones sur comment trouver de bonnes idées de reportage. Il arrive à tous les journalistes qui travaillent, que ce soit en rédaction, en freelance ou qui travaillent comme indépendants, de chômer en idées, puisque c'est notre quotidien. Il faut toujours proposer des sujets, non pas seulement proposer des sujets qui vont intéresser, proposer des sujets qui vont intéresser, mais proposer des sujets aussi qui sont utiles et qui sont bénéfiques à ceux qui nous lisent. Comment arriver à relever ce défi, surtout en cette période de Covid-19 où l'actualité est dominée par cette pandémie. Les médias ont accordé une large place à cette crise dans les médias. Et comment, dans ce contexte-là, arriver à trouver des bonnes idées? Marie, vous avez la parole. Merci Kossi, merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous écoutent. Et merci pour la présentation également. Alors, on a intitulé avec l'IGNet cette conférence « Comment trouver de bonnes idées de reportage ». C'est vrai que c'est notre gagne-pain, c'est vrai que c'est une capacité qu'il faut continuer à cultiver tous les jours. Et c'est très difficile, et évidemment pour moi aussi. Donc, j'ai rassemblé quelques conseils et quelques bonnes pratiques que j'aimerais partager avec vous. Il n'y a évidemment pas de solution miracle, mais je vous propose ce matin qu'on y réfléchisse ensemble. Alors déjà, qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée de reportage? On va peut-être commencer par le négatif. Je pense qu'il y a d'abord le reportage qu'on n'a pas vraiment envie de faire. C'est vrai qu'il faut commencer par trouver des idées qui nous intéressent vraiment, qu'on aurait envie de lire et qu'on a très envie de faire. Parce que quand on est journaliste, on n'est pas uniquement des robots qui allons copier-coller des informations. Il faut avoir vraiment envie de trouver la réponse à la question que pose notre reportage. Donc, à mon sens, une des premières choses à faire, c'est vraiment s'assurer qu'on a envie de traiter cette question. Quand on est à l'étranger ou en région ou même basé dans le pays pour lequel on travaille, on s'inspire évidemment beaucoup de ce qu'écrivent les confrères, les autres médias, que ce soit presse écrite, radio, télévision. Donc, quand on a déjà lu quelque chose et qu'on se dit bah, tiens, je vais faire la même chose, en général, c'est non seulement pas une idée, mais en plus, c'est pas stimulant parce que les auditeurs, les lecteurs sont les mêmes. Donc, s'inspirer, oui, mais pas copier, pas coller. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir des idées et des personnes à interviewer, qu'on ait vraiment envie d'écouter pour que ce soit stimulant pour nous à produire, à construire et que ce soit un reportage intéressant à lire. Il y a aussi dans les mauvaises idées, je trouve, les idées qui vont nous demander plus de travail que ce que le format nous permettra de transcrire. Donc, quand on pense à un format, par exemple en radio, qui est en général d'1 minute pour les radios d'information, il y a des enquêtes ou des idées qui ne sont pas forcément pertinentes pour ce type de format. Donc, il faut aussi arriver à entraîner notre cerveau à trouver et produire des idées qui correspondent au format. Quand on a 1 ou 2 feuillets en presse écrite, ça nous demande parfois autant, voire plus de travail de faire court, mais il faut arriver à adapter. Donc, quand on a, par exemple, 1 minute en radio, on ne peut pas toujours nécessairement penser à des idées qui vont demander de parler à 5 personnes différentes. Pareil pour 1 ou 2 feuillets en presse écrite. Il faut arriver à trouver des idées aussi qui soient
en accord avec l'espace et le temps qu'on pourra consacrer à ces sujets. Et c'est évidemment lié à mon dernier point. Il faut aussi que vous ayez une idée qui soit viable financièrement. On est beaucoup de correspondants et de freelance à s'écouter, et je vous remercie. Il faut aussi que ce soit des idées que vous puissiez réaliser, que ce soit logistique, que ce soit financier, que ce soit le déplacement, que vos idées vous obligeront à mettre en place. Il faut que ce soit possible. Donc voilà, c'est un peu se tirer une balle dans le pied de proposer des reportages très loin de chez vous ou dangereux, ou voilà, tout ça doit être pensé en amont avec votre rédaction. L'un des conseils que je donne souvent, c'est aussi d'essayer d'établir quand vous n'êtes pas dans une rédaction, ce qui est le cas pour les freelances, d'essayer de bien comprendre les besoins et éventuellement d'avoir un vrai dialogue avec les rédacteurs en chef ou les chefs de rubrique. Ce n'est pas toujours facile, mais en général, ça aide aussi à comprendre ce qui est attendu de vous. Et en cas de non-réponse, ça arrive souvent qu'on envoie des mails, des propositions et que voilà, les aléas de l'organisation d'une rédaction font qu'on ne vous répond pas. Ben, c'est très intéressant quand on ne vous répond pas. Ça veut dire soit que votre proposition n'intéresse pas, soit que ce n'est pas le bon moment, mais voilà, on ne peut pas par miracle comprendre. Donc, essayez de demander, peut-on se parler au bout de 3-4 propositions sans réponse? Essayez de comprendre pourquoi. Et ça fait partie aussi de la construction mentale pour comprendre pourquoi les idées ne collent pas avec ce qu'attendent les rédacteurs en chef ou les médias. Donc, c'est important d'essayer de demander, est-ce qu'on peut se parler, est-ce qu'on peut faire un bilan, et de comprendre. Parce que parfois, le mail a été lu rapidement, il a été classé, archivé, et ce n'est pas que votre idée n'était pas bonne, c'est qu'elle a déjà été faite en France, elle a déjà été traitée. Donc, essayez de demander et d'avoir une réponse. Ce qui permet aussi d'éviter la partie psychologique, de se dire « Ah, mais je n'ai pas d'idée, ah, mais on ne me répond pas, je n'ai pas de travail, etc. » Donc, d'essayer de ne pas tomber là-dedans. Pour certains, ça frôle le syndrome de persécution. C'est vrai que c'est très, très difficile quand on ne répond pas à nos propositions, mais d'essayer de comprendre pourquoi et de demander une réponse. Et en général, au bout d'un moment, on vous explique pourquoi et vous comprenez et ça permet d'avancer. Voilà, donc c'est le négatif, mais pour aussi aller vers quelque chose de positif. Alors, ce qui est toujours bien, c'est d'essayer de ne pas arriver au point où on a 0 commande, 0 idée et pas d'inspiration. Donc, pour ça, je pense que c'est important de créer une routine de créativité. Et ça, il y a énormément de façons de la mettre en place. C'est toujours bien, évidemment, d'identifier les sources qui nous nourrissent. Ça peut être des magazines, presse papier, podcast, radio, tout ce qui vous permet d'avoir une vraie hygiène d'informations personnelles. Ce qui vous intéresse sur le pays que vous couvrez, sur le secteur que vous couvrez, mais de toujours de lire et d'écouter ce que vous aimez en fait. Que ce soit ce que font vos confrères qui couvrent les mêmes sujets que vous, mais voilà, d'essayer de toujours s'alimenter de ces formats. Je pense que c'est toujours bien aussi de voir et de suivre et de lire et d'écouter ceux qu'on admire, les confrères qui écrivent bien, qui font des choses intéressantes et de s'inspirer de ceux qui sont meilleurs que soi. Il y en a, j'espère que vous avez des modèles. Alors, ça peut être des journalistes contemporains, des gens qui produisent en ce moment des choses que vous admirez, que vous aimez lire, mais de toujours garder à l'idée que voilà, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, mais aussi d'un plus grand que soi. Donc, moi, au quotidien, j'essaye de lire tout ce qui est écrit sur le Brésil, qui est en l'occurrence le pays dans lequel je travaille. C'est très vaste de la part des confrères correspondants. Et je ne lis pas pour copier ou pour évaluer, je lis parce que ça m'inspire, parce que je vois que les idées sont infinies, que la qualité du travail, de l'écriture, des reportages, c'est pas forcément ce que je vais faire dans la semaine qui suit, mais ça me fait du bien, ça me donne des idées. Il y en a que j'admire, que je respecte, et évidemment la presse locale brésilienne. Donc c'est aussi une vraie hygiène qui peut être faite matin, midi et ou soir, mais qui permet de ne pas se retrouver face à une page blanche. Quand on a par exemple j'hygiène, c'est plutôt une habitude d'envoyer des propositions à jour et heure fixe. Évidemment, ce n'est pas quand on ouvre le mail et qu'on écrit dans le corps du mail « Bonjour, voici les propositions de la semaine » qu'on commence à y penser. Donc, habituer son cerveau à toujours lire et écouter beaucoup. Ensuite, c'est très personnel, mais comme on est dans un moment et nous sommes une génération qui est vraiment abreuvée d'informations,
d'aussi identifier ce qui vous empêche d'avoir des idées, ce qui vous asphyxie, ce qui mine votre créativité. Donc, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est un outil formidable. Il y a énormément d'idées, que ce soit les reportages qui sont publiés tels quels, que ce soit les personnes influentes ou non que vous suivez, les responsables politiques, les artistes, les entrepreneurs. Ce qu'il faut, c'est avoir une attitude qui ne soit pas passive, c'est-à-dire ne pas scroller, alors ce n'est pas du bon français, mais ne pas faire défiler les pages de façon totalement passive. Essayer de toujours se dire je suis telle personne parce que je regarde Facebook, Twitter, LinkedIn ce matin parce que, pour vraiment avoir une attitude, c'est pas constructive, c'est active. Vous regardez les réseaux sociaux comme un journaliste, pas de la même façon qu'un commentateur sportif ou qu'un citoyen lambda, avec tout le respect que je leur dois. Quand vous regardez les forums, par exemple, d'une actualité que vous suivez, vous voyez bien que les commentaires des journalistes ou des citoyens qui peuvent s'épancher ou donner un avis, ce n'est pas la même chose que l'avis que vous allez formuler en tant que journaliste. Vous avez un vrai regard de journaliste sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ne pas regarder le flux de façon passive, se dire, tiens, telle personne, qu'est-ce qu'elle dit, est-ce que ça pourrait être une personne positive ou intéressante ou pertinente pour un de mes reportages. Pareil pour la revue de presse. Quand on est journaliste, on lit les journaux avec une puce mentale qui est différente de celle d'un observateur voilà, d'un autre ADN que nous, les journalistes. Je trouve aussi qu'il est très important, et surtout en ce moment, d'arriver à avoir des discussions avec des professeurs universitaires, avec des observateurs, avec des gens qui peuvent faire partie de votre quotidien, qui vont vous donner des idées. Les idées, elles sont parfois très proches de nous. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin ou d'interviewer les personnes les plus haut placées. Vous connaissez des gens depuis longtemps. Vous voyez par exemple pendant la pandémie comment ils se comportent, quelles sont les restrictions auxquelles ils adhèrent, quelles sont les idées qu'ils ont. Parfois, les sujets, ils sont peut-être pas chez vous, mais presque en fait. On a tous des familles, des proches, des entreprises qu'on connaît, des témoins qu'on suit. Donc, c'est important aussi de garder en tête et de rester éveillé et de regarder en fait ce qui est très proche de nous, ce qui est évidemment aussi une des solutions pour pouvoir travailler sans nécessairement vous exposer tous les jours et pouvoir respecter parfois des quarantaines. C'est de voir ce que font les professeurs de vos enfants, ce que font vos amis proches que vous n'avez parfois pas vus depuis des années, ce que font les gens que vous connaissez qui ont perdu leur emploi, ce que font, enfin voilà, de voir aussi dans votre réseau de personnes proches, je ne vous dis pas d'interviewer vos parents ou vos amis, mais d'aussi voir tous ces gens comme des témoins de la réalité et de voir si eux font partie d'un modèle et d'une tendance qui est réelle, de regarder toute la richesse de ce que vous avez à portée de main. Voilà. Et ça stimule aussi la créativité. Les témoins, vous les connaissez aussi, ils sont près de vous. Ça peut être des micro-trottoirs parfois où physiquement, vous allez aller dans un endroit qui est proche de vous et qui est pertinent, mais votre réseau au sens très large et votre réseau au sens très proche sont aussi des sources d'inspiration. Et c'est absolument pas de la paresse intellectuelle que d'observer ce que font vos proches. C'est aussi un gage de sérieux parce que c'est des gens dont vous connaissez aussi le quotidien, les difficultés et les nuances. Quand on interviewe quelqu'un, je ne vais pas vous donner une leçon d'éthique ou de journalisme, mais c'est vrai que quand on connaît quelqu'un depuis longtemps, on sait aussi quelles sont ses contradictions, quels sont ses enjeux. Et on peut résumer parfois en une phrase ou en 40 secondes dans un reportage radio, parce que c'est ce que les formats imposent. On arrive à résumer la complexité des gens qu'on connaît et qu'on suit depuis longtemps, que ce soit des proches ou pas. Donc la créativité, elle est aussi à cultiver au quotidien et c'est ce qui fait que notre métier est passionnant. N'hésitez pas à m'interrompre aussi si besoin. D'accord, Je c'est compris. continue. Oui, tu peux continuer. Alors, concrètement, ce qui dépend de nous et ce qui permet d'organiser ces méthodes de travail au quotidien. Alors, sur les réseaux sociaux, je vous disais évidemment d'être actif, pas pour occuper le terrain, mais pour suivre les personnes et les bonnes personnes sur Twitter. Et ça prend plusieurs mois. C'est vrai que c'est un travail de fourmi qui est important à faire comme journaliste.
et qui permettent d'organiser une certaine à la fois routine et efficacité. Donc, vous connaissez, il y a déjà eu des séminaires là-dessus, mais comment organiser par thème, par catégorie de personnes. Donc, par exemple, moi, je suis des journalistes au Brésil, je suis des journalistes étrangers au Brésil, pas que français, je suis d'autres thèmes en France sur lesquels je travaille. Donc, d'arriver à tout bien classifier sur Twitter. Je suis les sujets de santé des femmes au Brésil. Donc, je ne peux pas regarder tout ça de façon totalement mélangée. Donc, j'organise mes réseaux sociaux, mes groupes, pour avoir, quand je prépare un podcast sur la santé des femmes, je ne peux pas me laisser polluer par les actualités autres du moment, que ce soit sur le Covid ou sur d'autres choses. Donc, essayez de bien organiser ça pour, quand vous faites une demi-heure de recherche sur un thème, être sûr que votre cerveau, pendant une demi-heure, sera concentré sur ce thème. Et ne pas hésiter à suivre, comment on dit, à ne plus suivre les personnes qui, en fait, ne vous intéressent pas ou plus. Ça, c'est important. Donc, d'avoir une vraie organisation de ces réseaux sociaux. Il y a plein d'outils pour ça, et ça peut être des listes, ça peut être différents profils que vous créez. Il y a plein de façons, mais encore une fois, de l'organiser et d'en être conscient. Ensuite, quand je vous parle des témoins et des personnes proches, ça peut être les attachés de presse, les chargés de communication, mais ne pas hésiter à dire aux gens les sujets sur lesquels vous travaillez. Parce que parfois, ce sont des sujets très divers et les gens ne savent pas nécessairement que ça vous intéresse. Il y a certaines personnes qui ont tendance à vous envoyer des nouvelles qui vous intéressent, mais ça met du temps. Il faut arriver à leur expliquer. Moi, par exemple, je suis les sujets de ressources humaines au Brésil, mais aussi de la santé des femmes, mais aussi le tout venant des actualités du Brésil. Donc, mon panel, mon éventail de sujets est très divers. Donc, je dépense aussi, j'investis mon temps pour dire aux personnes, par exemple, qui suivent l'actualité dans les favelas, de leur dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est tel sujet. Parce qu'on ne nous envoie pas par hasard des communiqués de presse, on ne nous envoie pas par hasard des invitations à des conférences de presse ou des événements. Donc ça prend du temps, mais c'est très important. Par exemple, les attachées de presse, elles ont un listing infini et parfois, on leur dit « je travaille sur tel sujet », elles vous inondent de communiqués qui n'ont rien à voir, donc il faut arriver à cibler et à leur dire, mais ça nous fait gagner un temps considérable. Pour une revue française spécialisée culture, je suis les sujets sur le monde de la culture au Brésil, donc c'est très vaste, donc il faut arriver à se constituer un carnet d'adresses de personnes qui nous envoient les bonnes informations. Donc ça prend du temps, mais pour que les idées nous viennent comme par magie et nous parviennent, voilà, il faut dire aux bonnes personnes quels sont les sujets qu'on traite. Une question. Moi, ce que j'ai fait cette année, quand à un moment… Oui. Est-ce à dire que si, par exemple, lorsque vous êtes invité à une conférence et il arrive que des attachés de presse ou des organisateurs vous demandent d'inscrire votre mail quelque part et qu'après, on vous envoie un mail qui ne rentre pas dans le champ de vos couvertures, de vos reportages, est-ce qu'il faut envoyer un mail et dire, voilà, je ne suis pas intéressé par ce sujet? Moi, j'essaye toujours déjà de répondre parce que je sais que le travail des attachés de presse, c'est d'envoyer des listings à plusieurs centaines de journalistes et elles ne peuvent pas deviner ce que je fais et ce que je couvre. Donc, par exemple, quand j'ai couvert l'agriculture au Brésil, je me retrouvais avec des mails sur des produits phytosanitaires dans une région que je ne couvrais pas, mais en même temps, la personne ne peut pas deviner. Donc, moi, je prends le temps et éventuellement par téléphone, parce que les attachés de presse, elles travaillent pour plusieurs groupes, plusieurs industries, plusieurs types de sujets. Moi, je trouve que c'est toujours plus riche et plus facile, tant pour elles que pour moi, enfin pour elles ou eux, de se parler et de dire, voilà, moi, je couvre ça, là, vous m'avez dit vous m'avez envoyé telle info, là, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il faut leur faire gagner du temps aussi, hein, mais de le dire. Et c'est vrai que par téléphone, c'est plus simple quand même, de dire, voilà, vous m'envoyez un produit sur une marque, par exemple, d'agrotoxiques, ça ne m'intéresse pas parce que je ne couvre pas les marques. En revanche, est-ce que vous avez d'autres clients ou d'autres, voilà. Et puis, j'essaie toujours de me dire, mais tiens, est-ce que ça peut faire une idée de reportage? Parce qu'il faut arriver à entretenir quand même aussi à garder des portes ouvertes pour pouvoir parfois rentrer dans certains endroits par une marque ou par une institution dont je ne sais même pas qu'elle existe, mais ce communiqué de presse me révèle que telle industrie, tel groupe pharmaceutique, etc., a des idées. Donc, j'essaie toujours de voir aussi les attachés de presse et elles changent très régulièrement. Donc, c'est un travail voilà, à renouveler, de les voir aussi comme des sujets possibles. Voilà, on fait des métiers différents mais complémentaires.
Je profite pour rappeler aux participantes et aux participants qui nous suivent que cette formation se veut interactive. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions à Madame Marie, si vous en avez. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les soumettre dans le chat box qui est en bas de vos écrans. Ou pour ceux ou celles qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez le faire dans les commentaires sous la vidéo. L'idéal, c'est de participer à cette formation et de retourner en sachant qu'on a appris quelque chose, on a appris comment trouver de bonnes idées de reportage et n'hésitez pas du tout à nous faire part de vos questions. Et je rappelle également que c'est un forum, c'est une formation qui est organisée par le forum de reportage sur la crise sanitaire sur un groupe privé de journalistes sur Facebook. Vous pouvez rejoindre le forum si vous êtes journaliste et si vous ne l'avez pas encore fait, ou même si vous êtes un expert de la santé. C'est un forum qui rassemble des francophones du monde entier et c'est un forum du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington. Je suis Kossi Balao, je ne me suis pas présenté au début, je suis le directeur du forum. Donc là, merci à vous. Alors, il y a aussi quelque chose dans les techniques que moi j'utilise pour cultiver les idées, c'est de temps en temps renouveler le type de support et le type de magazine et de site que je lis. Donc, par exemple, je me suis abonnée ou alors j'ai trouvé des revues que je ne lisais pas. Je ne vais pas donner de nom spécialement, mais par exemple, je me suis mise à lire la presse féminine que je ne lisais pas forcément, Marie-Claire Brésil, pour ne pas les citer, ou JQ, et donc je ne suis absolument pas la cible puisque c'est une revue plutôt tendance, technologie masculine, et en fait, il y a plein d'idées de reportages que j'ai identifiées, ou même de personnes. Moi, par exemple, je regarde assez peu, voire pas du tout la télévision. Ce n'est pas du tout un média qui fait partie de mes habitudes quotidiennes. Et donc, évidemment, il y a énormément de choses à côté desquelles je passe, mais à culpa. Et voilà, dans la presse magazine, il y a beaucoup de personnes que je peux suivre et découvrir parce que ce sont soit des commentateurs, des commentatrices, soit des personnes influentes, soit des responsables d'ONG, politiques, etc. Donc, à chaque fois, je note aussi ces profils que je découvre qui sont assez importants et pertinents hebdomadaires ou mensuels, mais que je n'avais pas forcément identifiés. Donc, ça permet aussi de sortir des écrans. Voilà, pour les fans de la presse papier, dont je fais partie. Et voilà, de suivre sur Twitter une personne qu'on ne connaissait pas, de noter dans un carnet, tiens, un tel a écrit un livre, enfin, voilà, de toujours essayer de changer, de ne pas lire que la presse généraliste. J'ai cité la presse féminine et la presse dite masculine, si tant est que ça ait un sens. Mais voilà, c'était aussi pour renouveler. Et j'ai découvert, je ne sais pas, peut-être une dizaine de sujets que je ne mesurais absolument pas. C'est parfois un thème, c'est parfois une personne, c'est parfois un mouvement, c'est parfois une façon d'aborder les thèmes, parce qu'avec la crise du Covid, c'est pas évident de trouver des nouvelles idées sur la vaccination, sur les conséquences de l'aggravation de la pauvreté, de toujours trouver des nouvelles façons d'aborder le sujet. Et parfois, vous découvrez une personnalité, un projet, une ONG, par un nouveau biais avant qu'elle fasse nécessairement la ligne de l'actualité. Donc, ces revues que j'appelle spécialisées, même si elles ne sont pas très spécialisées, ça permet aussi d'avoir plein d'idées et de les faire circuler. Moi, je demande souvent à mes consoeurs ou aux gens, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Ah, ça m'intéresse, bah, passez-moi vos revues. Enfin, voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais qui permettent de renouveler et de trouver de nouvelles idées. Dans Marie-Claire ou dans, je ne sais plus, même sur l'environnement, il y a plein de revues nouvelles. Vous découvrez des photographes, des militants, des personnes d'ONG engagées qui ne sont pas encore, ou des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, tout simplement. Parce que voilà, on n'a pas tous le temps ou le loisir d'avoir une vie digitale. Donc, ça permet aussi de noter, que ce soit dans le petit carnet. Je disais dans mon dernier point, les ciseaux, carnet ou dossier, chacun a sa méthode. Moi, je les ai un peu toutes, donc je ne sais pas lesquelles sont les plus efficaces à la fin, mais je découpe des articles, je les garde, je fais des listes, des sous-listes, des carnets. J'en ai dans toutes les pièces de la maison, des petits carnets avec des idées, des notes dans le téléphone portable. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le cerveau actif. Et quand l'une de mes rédactrices en chef m'appelle et me dit « Tiens, on voudrait un reportage sur la faim », ben, en fait, tout de suite, j'ai une idée, je sais où aller, je sais si c'est pertinent ou pas. Là, par exemple, je peux vous donner un exemple très concret. Il y a 2-3 semaines, je m'inquiétais, par exemple, de ne plus avoir d'idées, ce qui m'arrive assez régulièrement. Mais je me disais comment continuer à travailler, faire des reportages
tout en me protégeant, parce qu'au Brésil, la situation sanitaire est quand même très inquiétante. Et quand ma rédactrice en chef m'appelle, concrètement ma rédactrice en chef d'Europe 1, elle me donne une ou deux pistes de sujets et j'ai tout de suite une idée parce que j'ai lu pendant des semaines et les jours qui précèdent. En l'occurrence, c'était sur les influenceurs au Brésil. On prépare une série sur les influenceurs. Est-ce que tu as une idée d'un influenceur au Brésil qui serait différent, intéressant et qui révélerait ce qui se passe au Brésil en ce moment? Tout de suite, j'ai une idée parce que j'ai déjà activé mon cerveau, j'ai déjà regardé, j'ai suivi plusieurs exemples pendant longtemps. Ou sur la faim au Brésil. Comment on pourrait en ce moment montrer ce qui se passe. Donc, j'attends pas qu'on me dise « Tiens, qu'est-ce que tu en penses ?» ou « On travaille là-dessus » pour chercher. J'ai déjà toujours cherché. Et ça permet aussi parfois de dire « Désolé, j'ai pas d'idée, je vais regarder » parce qu'on n'est pas des robots. Ou de dire « Là, franchement, je vois pas » ou « Ah, ça me paraît pas pertinent en ce moment ». Par exemple, sur le véganisme au Brésil, j'ai dit oui, c'est un mouvement de fond, c'est important, mais voilà, j'ai identifié ça, ça ou ça, mais voilà, ça ne m'inspire rien pour le moment. Et pour les rédacteurs en chef, c'est rassurant parce qu'ils se disent on appelle notre correspondante ou c'est comme une conférence de rédaction. Voilà, vous avez des idées, mais elles ne viennent pas de 10 minutes avant, vous les avez cultivées pendant des mois et des semaines. Donc, ciseaux, carnet, dossier, ce que vous voulez, mais voilà. Il y a une question. À partir de quel moment on est convaincu que cette idée qu'on dénie sur Twitter est la bonne? Est-ce qu'il faut choisir des idées ou des sujets en fonction de leur intérêt pour le public ou je choisis des idées qui font appel à mon émotion ou comment ça se fait? À partir de quel moment on est convaincu que cette idée elle est forcément la meilleure ou la bonne? Bon, ça dépend beaucoup du type de public. Par exemple, c'est l'un des dilemmes du correspondant. C'est que parfois on se dit « Ah, c'est très important au quotidien pour les Brésiliens » et puis en fait, ça n'a pas forcément d'écho pour un lectorat français. Je vais vous donner un exemple très concret. L'ouverture, fermeture des écoles. En fait, au Brésil, en ce moment, c'est ça ouvre, ça ferme. Mais en France, ils sont tellement dans ce débat-là qu'en fait, ça ne les intéresse pas nécessairement de savoir ce qui se passe au Brésil et comment ça fonctionne. Donc, j'en parle avec mes rédacteurs en chef. Je leur dis, voilà, nous, c'est ce qui nous mobilise en ce moment, au pire moment de la pandémie, etc. Et en fait, moi, c'est pas du tout cette idée, enfin, c'est pas du tout cette idée-là que j'ai qui les intéresse, mais ils me disent, ah, à l'inverse, pourrais-tu nous faire telle autre idée? Donc, en fait, les idées, c'est aussi un ping-pong. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler soit en direct, soit par mail, mais d'avoir des échanges assez rapides, évidemment basés sur la confiance. C'est que quand on nous dit non, ce n'est pas les écoles qui nous intéressent en ce moment, c'est un portrait de telle personnalité politique qui est importante dans… Je ne vais pas spoiler le reportage que je suis en train de préparer, mais voilà, c'est si telle idée n'est pas la bonne, il vaut mieux en avoir proposé une que ne pas en avoir proposé. Donc, ce sera un portrait de telle personne qui a pris la décision et dont on a envie de comprendre les enjeux et par quoi elle a été influencée, est-ce que c'est une bonne décision. Donc, l'idée, elle est toujours… c'est vivant une idée, c'est pas quelque chose qui est bon ou pas bon, elle est bonne à un moment ou pas, et surtout de ne pas vous identifier à l'idée. Si votre idée n'est pas bonne, c'est pas parce que vous n'êtes pas un bon journaliste. Elle va évoluer, elle va être refusée ou pas, mais c'est pas grave, vous en aurez une autre le lendemain. Et d'ailleurs, je pense que vous ne m'avez pas encore posé la question, mais il y a la question du vol des idées. C'est pas l'idée qui est bonne ou pas bonne, c'est la façon dont vous pensez la faire, c'est qui vous êtes vous pour la faire, et qui vous êtes. Vous êtes un homme, une femme, vous êtes senior, plus jeune, comment vous allez la traiter? C'est absolument pas la même chose de faire un reportage radio dans une favela si c'est un endroit que vous connaissez et si le sujet de la faim est un sujet que vous avez déjà éprouvé, ou si vous couvrez un sujet dont vous ne connaissez rien. C'est pas l'idée en fait qui est intéressante, c'est aussi votre humanité, comment vous allez la mettre en place, les sons qu'on recueille quand on est journaliste. Moi, je travaille beaucoup en radio, donc j'ai aussi une vraie… je suis passionnée par l'émotion qui passe dans un son. Et c'est vrai que la façon dont vous… je pense à la faim au Brésil, parce que je vous donne un exemple très concret. Le reportage que j'ai fait pour Europe 1 sur la faim, FAIM, il y avait une action de communication. Donc, on m'a envoyé un mail en me disant, voilà, on organise… le long d'une grande avenue près de la favela, mais en dehors de la favela, une action de communication. Donc déjà, je me dis à chaque fois, bon, ça veut dire que ça va être 50% de com, mais 50% de réalité. Donc il faut y aller avec un tout petit peu d'esprit critique.
Et en gros, c'était des gens espacés de quelques mètres, il y en avait une centaine, avec un tablier pour se protéger du Covid, un masque, un face shield et un masque sur le visage, et une casserole vide à la main, à midi, donc en plein cagnard, à l'heure du déjeuner. Et il y avait plus de journalistes que je ne vais pas dire des figurants, c'est des gens qui travaillent pour l'ONG en question, etc. Et là, je me dis, OK, super plan. En fait, ce n'est pas des gens qui ont faim parce qu'ils sont là à l'heure du déjeuner pour une action de communication. Mais qu'est-ce qu'elle révèle, cette action? Et évidemment, il y avait plein de caméramans et de photographes. J'étais la seule journaliste radio. Donc, j'étais un peu dépitée parce que je me dis, bon, en fait, c'est des gens qui n'ont pas faim ni en ce moment, ni cette semaine. Donc, quand je les interviewe, ils parlent d'une situation qui ne les concerne pas directement en ce moment. Donc, en fait, ça s'entend parce que ce n'est pas leur réalité. Donc, je les interroge quand même, je les fais décrire l'action. Voilà, on est là, les casseroles vides, l'image est forte, ça montre que, etc. Mais l'étape d'après, c'est d'aller dans la favela et de montrer qui a faim, où ils sont à midi, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc, en l'occurrence, il y a des banques alimentaires qui font des distributions. Mais c'est d'avoir ces deux choses. L'idée, ce n'était pas la fin au Brésil, ce n'était pas d'aller voir telle action de communication vendredi à midi. C'est d'y aller en se disant, je vais faire ça, mais aussi ça, et tiens, il manque ça, l'action de communication et le communiqué qu'on m'a envoyé. En fait, je ne vais pas dire qu'il tape à côté du sujet, mais presque, parce que c'est une action de communication. Donc, pour les photos, les photographes, les caméramans, c'était parfait. Mais moi, en radio, j'ai besoin d'entendre quelqu'un qui a faim et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire à midi quand on est mère de famille et qu'on n'a pas de déjeuner prêt chez soi et qu'on vient pour recevoir une marmite, un plat qui sera parfois le seul repas de la journée. Donc l'idée, elle est mouvante. Elle part d'une invitation, entre guillemets, d'une chargée de communication, d'une image qui est forte mais qui n'est pas suffisante, de ma connaissance du terrain qui est de me dire, OK, c'est pas là qu'on va aller au-delà du sujet photo des casseroles vides, moi je veux voir les casseroles vides. Donc il y a une connaissance du terrain, et puis il y a l'intuition, et puis il y a la vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut parler aux gens qui ont faim. Voilà. Nous avons autant de questions. Est-ce qu'il faut les prendre maintenant ou tu préfères continuer et puis on les prend à la fin? C'est vous le chef aussi. D'accord, on y va. Une question, c'est de ça. Une question, je lis rapidement. J'aimerais savoir si vous parlez d'une bonne idée de reportage, ce que cela signifie concrètement. Une bonne idée de reportage, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cette question nous vient d'un participant. Okay. Est-ce que juste, Patrice, vous pouvez me dire dans quel pays vous travaillez et pour quel type de médias vous travaillez? Est-ce que c'est des radios, presse écrite, télévision? Je lis la suite de la question. Il s'explique. Je dis cela parce qu'un rédacteur en chef peut obliger un journaliste d'aller faire un reportage sur un sujet qu'il juge pertinent. Peut-on refuser d'aller faire ce reportage parce que ce n'est pas le sujet du journaliste, mais un sujet proposé par le rédacteur en chef? Ok. C'est une question très délicate parce que quand on est freelance, ce qui est peut-être le cas de cette personne, on ne peut pas refuser un travail et encore moins une commande. Donc là encore, ce qui est important, c'est d'arriver à dialoguer avec notre rédacteur en chef et d'éventuellement recentrer un petit peu ou ajouter une touche de vérité si on connaît le terrain et si on sait. C'est quand même rare que les rédacteurs en chef nous proposent une idée qui soit complètement fausse. Ce qui arrive parfois, c'est qu'elle soit inspirée de la lecture que eux font des autres supports. Je vais vous donner un exemple très concret. Une idée, ce n'est pas un ordre. Une idée, elle se débat, voilà, parce que c'est aussi, c'est pas l'avantage de votre média s'il publie une information soit erronée, soit périmée. Par exemple, il y a un pilote au Brésil qui a, en l'occurrence, travaillé pour des orpailleurs clandestins et qui s'est, pas échoué parce que c'est un avion, mais qui s'est écrasé en pleine forêt et qui a passé des semaines, il me semble 3 semaines, seul en forêt amazonienne sans avoir, enfin voilà, vraiment tout seul. Et l'information est parue, je ne sais plus quel jour, mais en gros, ça a mis quelques jours avant d'arriver aux oreilles des rédactions en France. Et moi, je travaille pour une émission qui est une revue de presse. Donc, par définition, la presse du jour. Et mon chef a vu le jour dit dans la presse française, puisque eux ont plutôt accès aux médias du pays dans lequel ils sont. Et il me dit, est-ce que la presse en parle? Moi, j'ai le choix soit à lui dire, oui, la presse en parle, mais oublier de préciser qu'ils en parlent, mais qu'en fait, ça fait au moins 10 jours ou 20 jours, enfin, c'était une information complètement périmée, soit de lui dire, oui, bien sûr, mais d'omettre qu'en fait,
La presse brésilienne ne parle pas du tout de ça ce jour-là. Donc, il y a aussi une question de confiance. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être perdre une fois un reportage ou une commande, mais vous gagnez la confiance d'un rédacteur en chef qui va se dire « Ah ben oui, en fait, la revue de presse, en l'occurrence, quelque chose… enfin voilà, c'est l'actualité du jour ou de la veille, mais ce n'est pas quelque chose d'il y a 3 semaines. » Vous gagnez aussi en crédibilité en disant non ou en recadrant, en disant bah, « Désolé, ça arrive dans la presse française 3 semaines après, mais en fait, nous, c'est déjà daté. » Donc, voilà, c'est à la fois pas un ordre et en même temps, ça peut se débattre parce que, voilà, en l'occurrence, mon rédacteur en chef voyait la presse française du jour. Donc, moi, je ne pouvais pas lui dire on en parle aujourd'hui dans la presse brésilienne parce que ce n'était pas vrai. Et je le savais. Donc, voilà, quand vous dites que ce n'est pas pertinent, peut-être toujours ajouter un « mais ». Alors ça, ce n'est pas possible, mais je vous propose ça, d'essayer d'être dans la proposition. Et parfois, ils ont besoin de remplir une case, donc de leur dire bah, telle situation que vous décrivez, ce n'est pas ce que j'observe, mais je vous propose. Ça évite de se fermer une porte, mais de proposer autre chose. Les rédacteurs en chef, ils ont besoin d'une solution, d'une idée et de quelque chose. Donc parfois, c'est leur dire ça non, mais toujours essayer de proposer quelque chose de trouver une opportunité dans cette proposition qui n'est peut-être pas la bonne ou peut-être qui tape à côté de ce que vous pensez être juste. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que le participant qui a posé cette question nous suit et qui nous fera un retour dans les commentaires. Vous pouvez continuer et puis après, on revient avec les autres questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a d'autres questions. Il y a une question. Quel avantage a-t-on lorsqu'on travaille sur des thématiques? Alors, l'avantage, c'est qu'on arrive, je pense, à construire un carnet d'adresses qui est très ciblé et ça permet quand même d'avoir une vraie approche transversale. Par exemple, si vous vous spécialisez sur les questions de santé, alors évidemment, en ce moment, tout est lié aux questions de santé, mais ça veut dire que vous avez non seulement un carnet d'adresses de gens que vous pouvez mobiliser et qui vont vous répondre, parce que quand les gens vous connaissent depuis des années comme un journaliste crédible et qui couvre correctement le secteur concerné, les gens vont vous répondre. Ils n'ont parfois pas le temps. En ce moment, on vous demande beaucoup de reportages par téléphone, beaucoup d'interviews à distance. Ce n'est pas pour ça que vous ne demandez pas aux gens d'interrompre leur journée, etc. Donc, le fait d'être crédible, reconnu et d'entretenir des relations de confiance et long terme avec des gens sur un secteur, c'est très important et ça vous fait gagner du temps. C'est jamais du temps perdu de se spécialiser, même si vous couvrez un secteur pendant quelques mois et puis ensuite la revue disparaît ou l'émission n'existe plus. C'est pas grave, ce carnet d'adresses, il n'est jamais perdu. Moi, j'ai couvert pendant longtemps le secteur de la construction. Ça me paraissait très, très, très niche et en fait, pas du tout. C'est l'un des moteurs de l'économie au Brésil. C'est assez vaste. Donc, j'ai connu, et dans mon carnet d'adresses, j'ai des architectes, des constructeurs, des maçons, des maîtres d'œuvre, des agents immobiliers. Enfin, c'est un secteur très vaste. Donc, toujours considérer que chaque secteur est intéressant et une mine d'informations qui est transversale avec d'autres sujets. Donc, évidemment, se spécialiser, c'est bien et surtout pour voilà, avoir et des gens qui vont vous répondre. Parce que les contacts, les gens existent, mais est-ce qu'ils vont vous répondre? Là, par exemple, les infectiologues, les médecins, les gens qui travaillent en ce moment dans la lutte contre le Covid, ils ont tout sauf le temps de vous répondre. Mais ils vont vous répondre parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils ont suivi votre travail, parce que vous prenez le temps d'envoyer après vos reportages. Moi, ça m'arrive qu'on me demande de traduire le reportage que j'envoie aux gens que j'ai interviewés. Je le fais, en fait, ça me prend un temps fou. Mais je le fais quand vous interviewez quelqu'un 20, 30, 40 minutes et que vous lui envoyez un papier en français auquel il ne comprend, enfin voilà, il ne comprend pas forcément même le titre. Je me dis que si je passe, ça m'est arrivé récemment, j'ai dû traduire 4000 signes de ce que j'avais écrit pour la personne que je citais. Enfin voilà, c'était une citation d'une ligne. Mais je me suis dit, voilà, ça va me prendre 2 heures de traduire. Évidemment, ce n'est pas Google Translate qui a fait le travail, mais la personne se dit qu'elle n'a pas perdu son temps en me parlant et que je suis crédible et que je respecte sa parole et je prends le temps de… En l'occurrence, je l'ai envoyé aux 5 ou 6 personnes que j'ai interviewées et qui ne pouvaient pas lire le français parce que c'était un sujet où j'ai mobilisé pas mal de gens, mais je suis à peu près sûre que ces gens me répondront si un jour j'ai une deadline très serrée et que je leur dis je suis désolée, est-ce que vous pouvez m'accorder une interview dans l'heure qui vient? Donc, ça se cultive aussi, ce carnet d'adresses, ces gens qui vont vous répondre.
Est-ce que c'est aussi une bonne idée lorsqu'on a une idée de reportage d'en parler avec un confrère ou un consoeur, lui dit, tiens, j'ai cette idée, qu'en penses-tu? Alors oui, moi je ne crois pas à la concurrence. Je pense que c'est important, déjà parce que les expériences, c'est quelqu'un qui est déjà allé sur un terrain que vous connaissez peut vous donner les contacts, peut vous dire telle personne vraiment est intéressante à suivre, vous donner des conseils logistiques aussi, de dire voilà, telle région c'est très compliqué, il n'y a pas de wifi à tel endroit, il n'y a pas de 4G, il fait hyper froid, attention, tel endroit est dangereux après 18 heures, tel chargé de com est très précieuse. Enfin voilà, c'est évidemment, on se rend assez vite compte. Il y a certains collègues qui partagent et qui mutualisent, d'autres non. Moi, je pense que plus on partage et plus on... Même faire des reportages ensemble, moi, ça m'est arrivé de faire des reportages, d'avoir les mêmes sujets, les mêmes accès, etc. Mais on les écrit différemment. Ce n'est pas les mêmes infos qu'on va mettre en avant. Enfin, voilà, face à la même situation, le même terrain, la même manifestation, on va écrire des papiers complètement différents. Donc, moi, je pense que plus on peut s'enrichir de nos expériences les uns les autres. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça, mais en tout cas, voilà, partager une idée avec quelqu'un, moi, je pense que c'est jamais... Enfin, je pense qu'il y a tout à gagner. On peut continuer, revenir après pour les questions. D'accord. Alors, il y a un outil aussi qui est intéressant et qui revient en ce moment, c'est les newsletters. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont intéressantes à suivre, que ce soit celles des organismes internationaux, des ONG, pas forcément celles des médias, parce que c'est des médias qu'on suit déjà, mais quand je vous parlais d'avoir une attitude active et organisée sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut être parfois plus utile de lire 5 ou 6 journaux le matin par leur newsletter et de voir les grands titres, et après de garder les pages ouvertes pendant la journée pour actualiser. Mais c'est vrai qu'en repérant 5 ou 6 newsletters qu'on lit vraiment, moi je trouve que c'est intéressant, notamment pour les médias dits alternatifs, d'arriver à voir ce qu'eux ont comme couverture différente. Ça met un peu de temps avant de trouver celles qui vraiment répondent à vos besoins. Mais moi, je trouve souvent des idées dans la dernière information tout en bas de la newsletter. Voilà, ce qui permet aussi parfois de repérer des événements avant qu'ils aient lieu. Parce que souvent, on reçoit des nouvelles de choses qui ont déjà eu lieu ou on ne peut pas, le jour de la journée internationale de je ne sais quoi, se dire « Ah ben tiens, ce serait une bonne idée ». Donc, les newsletters, ça permet aussi de garder des antennes parfois en anticipant les choses. Il y a une chose à faire aussi qui est importante, c'est d'avoir, on en parlait qu'aussi avant que la conférence commence, mais d'avoir un calendrier en tête, c'est-à-dire de repérer les grandes journées internationales. Alors parfois, c'est le degré zéro de la bonne idée, on est d'accord. Si vous regardez la journée mondiale de l'eau, la journée mondiale des populations indigènes, la journée mondiale de la vaccination, la journée mondiale des maladies rares. Il y a des journées mondiales d'à peu près tout et n'importe quoi, mais parfois ça peut vous aider à appuyer une idée de reportage et à donner à un rédacteur en chef l'idée de, par exemple, vous la commandez maintenant pour... moi, quand j'ai vraiment absolument aucune idée, et ça m'arrive, je regarde quelles sont les idées que j'avais déjà envie de faire, qui ne sont pas forcément du news ou de l'actualité pure et dure, et de voir à quel moment, par exemple, la question des langues rares, des langues en voie de disparition, ou d'un sujet très spécifique pourrait trouver sa place dans un journal. Et on trouve toujours un moment. Ça pourrait être dans 3 mois ou dans 6 mois, mais au moins, ça permet d'activer son cerveau et puis d'écrire un mail en amont au rédacteur en chef. On aime bien aussi les sujets commandés à l'avance. Je vois des questions. Oui, on peut continuer. On va revenir dessus. Il y a des questions, mais on va continuer. Pas de questions pour le moment. Je lis une rapidement. Un instant. Voilà, je suis Famba, je m'intéresse beaucoup plus aux questions humanitaires en RDC et je souhaite couvrir plus d'actualités humanitaires dans mon pays. Quels sont tes sujets, tes conseils à ce sujet? Mon média se nomme Humanitaire. Alors, quand vous dites les questions humanitaires, j'imagine que c'est les questions, par exemple, liées à des grandes organisations internationales, liées à des réseaux étrangers ou nationaux.
En général, ce sont des réseaux qui ont des moyens d'information et que ce soit des newsletters ou des communiqués de presse qui sont très bien articulés. Donc, essayez de connaître peut-être les attachés de presse, de connaître les responsables de communication et de bien comprendre quels sont leurs enjeux du moment. Que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit l'ONU, d'essayer de bien comprendre, en dehors de ce sur quoi eux vont communiquer, quels sont les grands dossiers. Les idées, ça se trouve aussi en débattant avec ceux qui construisent la communication. Nos métiers sont complémentaires, on ne travaille pas forcément de la même façon. Mais essayer de... Alors en ce moment, un café, c'est un peu difficile, mais d'avoir un entretien avec ces responsables de communication et de leur dire, voilà, quelles sont les grandes campagnes sur lesquelles vous travaillez en ce moment, quels sont à vos yeux les sujets qui ne sont pas assez traités, quels sont à vos yeux parfois les erreurs aussi. C'est toujours intéressant de partir de ce qui est négatif, c'est-à-dire quelles sont les fausses idées qu'on a en ce moment sur la situation. Samba, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais parfois de dire aux responsables de communication des ONG, de leur dire voilà, quelles sont les fausses idées contre lesquelles nous, journalistes, on peut lutter, parce qu'on a aussi une responsabilité collective dans les sujets qu'on choisit, dans les sujets qu'on propose. Donc, par exemple, sur les financements, sur la gravité d'une pandémie, sur un sujet qui est sous-traité. Parfois, ce n'est pas l'action de communication la plus immédiate, mais le chargé de communication peut vous dire oui, tel sujet est dramatique, et vous pouvez proposer avec lui ou avoir l'idée sans qu'elle soit parue nulle part ou qu'elle soit... Par exemple, au Brésil, la question du décrochage scolaire est très, très importante. Il n'y a pas une ONG spécifique qui travaille dessus, il y en a des dizaines et des centaines. Et en fait, il suffit de parler à un professeur, à 2 puis à 3 professeurs, et regarder ce que fait l'UNESCO ou n'importe quelle autre ONG qui travaille sur les questions des enfants et des adolescents pour se rendre compte que c'est un sujet majeur. Donc parfois, les idées, elles sont très proches de vous. Donc moi, je vous recommande de parler à ces chargés de communication, d'essayer de voir s'ils ont des idées et de leur demander ce qui n'apparaît pas, ce qui n'est pas encore traité. Parce que ces gens, ils travaillent aussi et ils doivent avoir des idées comme vous et moi. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Et nous en avons une autre qui nous vient de notre participant. Est-ce que c'est une bonne idée de choisir un sujet qui est contredit par tout le monde? Un sujet dont tout le monde parle? Oui, un sujet qui est contredit par tout le monde. Ah, alors, je n'ai pas forcément d'exemple précis en tête. Par exemple, ça peut vous permettre, je pense à l'exemple du Brésil. Il y a 1 ou 2 villes qui ont appliqué et décrété un confinement strict et total. Donc ça, par exemple, c'est une idée qui va un petit peu à rebours de tout ce qu'on voit au Brésil, mais qui permet d'être un contre-exemple. Donc, c'est très ciblé. Alors, quand je dis une seule ville au Brésil, par exemple, Araraquara, c'est une ville de l'État de São Paulo, c'est 240 000 habitants, donc ce n'est pas non plus minuscule, même si c'est une petite ville au Brésil. Et c'est un exemple un petit peu... c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est le sens de votre question. Est-ce que l'exemple qui confirme la règle est aussi un exemple? Bah oui, pourquoi pas. Montrer une école qui résiste et qui fait les choses différemment. Montrer un scientifique. Alors après, dans le cadre de la science, il faut arriver à faire un vrai travail de fond pour voir s'il y a une personne qui dit l'inverse de ce que dit tout le monde. En général, on n'est pas seul à avoir raison face à tout le reste. Mais par exemple, trouver une ONG qui fait ce que personne ne fait. Il faut évidemment évaluer, on ne va pas divulguer de fausses informations, mais quelqu'un qui a trouvé une méthode un petit peu alternative, oui, c'est une bonne idée. On ne donne pas la parole à quelqu'un qui va à l'encontre totalement de ce que font les autres, mais l'idée, si tout le monde dit rouge, si vous dites vert, ça peut être aussi parce qu'un endroit dit vert et fait l'inverse de tout ce que fait tout le monde, et d'observer. Donc pourquoi pas? Il faut quand même que ce soit pertinent à l'échelle du pays que vous couvrez ou par rapport à la problématique. Là, je pensais à l'exemple d'une ville qui fait l'inverse de ce que tout le monde fait, et qui évidemment a eu des résultats probants et qui a sauvé des vies. Est-ce qu'on a un autre exemple? C'est l'exemple aussi de tous les militants et les résistants. C'est des gens qui vont adopter des méthodes et faire ce que font pas les autres. Donc votre idée, elle peut aussi parfois partir
de ces irréductibles gaulois, pour reprendre une expression d'Astérix, mais c'est vrai que vous pouvez prendre aussi des gens qui sont à contre-courant, qui ont l'air de faire un truc complètement fou et complètement minoritaire, mais de l'assumer, de dire, voilà, c'est une minorité qui cherche à se protéger en ce moment ou à prendre ce risque pour telle et telle raison. Donc oui, ça peut être une bonne idée. Après, votre rédacteur en chef vous demandera, mais est-ce que c'est représentatif? Vous pouvez dire que c'est représentatif parce que c'est une minorité, c'est peu de personnes, mais ça montre que, enfin voilà, c'est une construction à plusieurs, une idée. Mais une idée minoritaire, ça peut être une idée aussi. Ou niche. On fait parfois des reportages qui concernent peu de gens, mais qui montrent quelque chose d'original dans un pays ou dans une communauté. Donc oui, c'est une bonne idée. Après, il ne faut pas la survendre, évidemment. Il ne faut pas dire tous les Maliens ou tous les je ne sais quoi font ça. Non, c'est une minorité, mais vous le dites, il y a une objectivité aussi à respecter. D'accord. Je propose que tu finisses avec le PowerPoint pour prendre les autres questions et terminer. Nous tombons déjà vers la fin du webinaire. D'accord. Écoutez, comme il nous reste quelques minutes, moi, c'est ce que j'avais préparé pour vous et c'est ce que je voulais vraiment mettre en lumière, c'est de ne pas attendre, de ne pas avoir d'idées et d'être à l'affût et d'avoir toujours des antennes pour voilà, valoriser la créativité et voir que c'est vraiment notre richesse en tant que journaliste et que c'est aussi ce qui fait qu'on ne sera pas remplacé par des robots ou par des algorithmes. Donc moi, je trouve ça positif quand on n'a pas d'idée, de s'en rendre compte, d'arriver à avoir un sursaut et de se dire « oulala, j'ai zéro idée » et d'arriver à trouver soit des témoins, soit des interlocuteurs, soit des supports pour vite rebondir et retrouver sa créativité parce que c'est ce qui sauvera notre métier et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas tous se copier les uns les autres, on est obligé d'avoir des idées. Donc, je trouve ça plutôt positif et c'est pour ça que cette invitation pour travailler et réfléchir ensemble sur ce thème me paraît très importante. Et surtout s'inspirer de personnes meilleures ou plus compétentes ou plus expérientes que soi-même. Je trouve que c'est toujours positif. Donc voilà, c'était ce que j'avais préparé. Je vous ai mis mes coordonnées, réseaux sociaux ou mail si vous avez encore des questions, mais je pense qu'on a encore le temps d'en prendre quelques-unes. Oui, bien sûr. Quels sont vos conseils pour impressionner son auditoire? Impressionner. Alors, je pense qu'il faut faire attention de bien respecter la limite entre ce qui impressionne et ce qui est la réalité. C'est vrai que quand on cherche à surjouer une situation ou à employer des adjectifs ou des choses qui sont... on n'est pas là pour impressionner, en fait, notre auditoire. Peut-être que le mot est mal choisi, hein, je suis dans la provocation à dessein, mais c'est vrai qu'il ne faut pas surjouer ce qu'on voit et il faut garder le respect de la réalité. Si quelqu'un fond en larmes pendant que vous lui parlez, c'est une chose. Si quelqu'un exagère ou gonfle des faits, vous pouvez soit le jouer, entre guillemets, c'est-à-dire dire ou retranscrire ce que la personne dit, mais préciser après dans votre commentaire que en fait, la réalité n'est pas tout à fait celle-là, mais que c'est la sensation de la personne que vous interviewez. On n'est pas là pour grossir le trait. On est là pour retranscrire une partie de la réalité. En faire trop, c'est pas bon, ni pour vos auditeurs que vous cherchez à impressionner, ni pour la personne, parce que si quelqu'un fond en larmes parce que la situation est dramatique, ça fait partie de la réalité. Mais est-ce que vous avez besoin nécessairement de montrer la personne au moment le plus fragile et le plus spectaculaire? On ne fait pas du spectacle. Donc, dans les mots qu'on choisit, dans les témoignages qu'on choisit de garder, une certaine mesure aussi, parce que sinon, on peut vite se retrouver dépassé par cette volonté aussi de trop en faire et d'avoir la personne qui va parler le plus fort ou crier le plus fort. On s'en rend compte quand on interviewe des gens qui sont des communicants professionnels, le sens de la formule. Ils vont dire la même chose à tout le monde. Donc, il y a la bonne formule. On est là aussi pour aller derrière ça. Je vous donnais l'exemple de la favela et des casseroles vides. En photo, la casserole vide, c'est très bien. Mais moi, pour faire du son en radio, je vois que la personne qui tient la casserole, en fait, elle n'a pas faim. Il faut aller au-delà. Donc, c'est aussi notre rôle, je pense, on n'est pas là pour impressionner. On travaille déjà sur des sujets difficiles. Les personnes ont déjà une histoire à raconter. Donc, c'est une question de respect aussi pour les gens d'arriver à
à leur faire dire ce qui est le plus vrai pour eux, même si c'est parfois exagéré, mais d'arriver à tempérer. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui est spectaculaire, mais qu'en fait, vous arrivez à lui faire dire quelque chose de beaucoup plus simple, mais parfois, il ne faut pas se laisser avoir par le spectaculaire. Quelqu'un qui a perdu son emploi, il a 1000 façons de vous l'expliquer. Peut-être que parfois, c'est quelque chose que lui ne vous dira pas, mais quelque chose que vous allez observer chez lui. Il faut fuir le spectaculaire. Moi, je pense que c'est pas… voilà, les superlatifs, au bout d'un moment, ça suffit plus. C'est ce qu'on constate en ce moment au Brésil. Je peux vous employer tous les adjectifs les plus… enfin, voilà, en fait, ça ne suffit pas. Donc, il ne faut pas chercher à impressionner, il faut chercher à montrer ce qui est le réel. Et parfois, le diable est dans les détails. C'est une petite chose qui va montrer qu'en fait, la situation est grave. Et il ne faut pas chercher peut-être la personne la plus… celle qui crie le plus fort. Parfois, c'est le détail, c'est l'adjectif bien choisi. C'est la personne la plus discrète qui va vous révéler les choses les plus… alors, je ne vais pas dire les plus vraies, mais les plus significatives et les plus parlantes. Comment, au bout d'un an au Brésil, excusez-moi, je prends l'exemple de ce que je vis au quotidien, mais comment on peut encore rendre compte de la gravité de la situation? C'est un vrai travail quotidien, mais voilà. Mais je pense que le mot était mal choisi, parce qu'évidemment, on n'est pas là pour un… Toujours quand quelqu'un vous dit la bonne formule, se demander ce qu'il y a derrière, lui faire répéter, lui poser la question autrement, lui demander ce que ça signifie. Vous avez faim, ça veut dire quoi? Vous avez perdu votre travail, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous avez déjà été au chômage? Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour vous? Enfin, voilà, aller au-delà de la bonne formule. Parfois, ce sera celle-là et ce sera la bonne. Mais dès qu'on sent que c'est une facilité de langage ou que c'est la bonne citation, essayez de voir s'il y a quelque chose derrière. Et c'est parfois plus intéressant encore. Une autre question posée sous les commentaires sur Facebook. Comment développer ces idées lorsqu'on débute la correspondance à l'étranger? Alors ça, c'est une très bonne question. Quand on arrive comme correspondant dans un pays, c'est un peu comme le téléphone qui a 2 cartes SIM. Vous voyez, il y a certains appareils qui ont ces 2 options-là. On a à la fois sa carte SIM du pays pour lequel on écrit et parfois duquel on vient, et puis du nouveau pays. Donc, il faut arriver à voir ce qui intéressera vos lecteurs et vos spectateurs. Et naviguer entre les deux. Donc, beaucoup lire la presse et regarder et suivre les médias du pays pour lequel vous êtes journaliste et beaucoup le pays dans lequel vous travaillez et d'arriver à faire le pont entre ce qui est nouveau pour le pays pour lequel vous travaillez et ce qui est intéressant et nouveau à raconter. Donc, c'est une vraie gymnastique que moi, j'ai appliquée avec les conseils dont on a parlé au début, c'est-à-dire des revues de presse. Il y a 10 ans, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on parle d'un temps qui remonte à il y a très longtemps, mais il y a 10 ans, voilà, je ne trouvais aucune idée sur les réseaux sociaux. Donc, c'était beaucoup de presse, beaucoup de découpage d'articles, beaucoup d'archives. Il y avait beaucoup de conférences de presse et beaucoup de… à l'époque, on avait voilà, des conférences de presse chaque semaine. Donc, d'arriver à voir ce qui est nouveau et ne pas hésiter à demander à nos rédacteurs en chef, ça vous intéresse, oui, non, et pourquoi? Et si on arrive à avoir le pourquoi, c'est déjà la moitié du travail qui est fait pour avoir de nouvelles idées. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, la question a été répondue. Très bien. Et ça prend du temps, hein, c'est un exercice qui ça dure des années et toutes les semaines on propose et voilà. Est-ce que ça vous arrive aussi parfois de chômer d'idées? J'aime pas ce mot chômer parce que ça rime avec chômage. Si j'ai pas Non, pas d'idée, je n'ai pas de salaire à la fin du mois, mais évidemment que ça m'arrive. Non, évidemment que ça arrive et c'est très perturbant. Alors, heureusement, moi, j'ai aussi pas mal d'idées qui sont des commandes où soit on me dit on voudrait faire telle idée, parce qu'on l'a vu par une dépêche AFP, donc on me demande d'aller sur le terrain ou d'aller faire une autre version du reportage, ou bien on me dit on va suivre au Brésil ce qui se passe en ce moment sur tel aspect. Il y a aussi, parfois, en fait, ce qu'on me demande n'est pas l'idée, c'est juste le thème. Donc, dans ce thème-là, ensuite, moi, je décline quel serait le meilleur interlocuteur, le meilleur témoin, la meilleure personne. C'est vrai que la moitié de mon travail, en fait, c'est pas moi qui ai l'idée. L'idée, elle s'impose. Par exemple, le retour de Lula,
il n'y a pas 36 façons de le raconter. C'est pourquoi il revient, comment il revient, quel est le meilleur universitaire ou politologue à interviewer sur ce thème, qui est pour, qui est contre, qu'est-ce que ça raconte du Brésil en ce moment. Donc, c'est vrai que parfois, ce n'est pas l'idée en tant que telle, c'est tous les… Enfin, si vous regardez tout ce qui a été écrit sur le retour de Lula, on a interviewé une centaine de personnes différentes. Il y a 200 façons de mettre en perspective ce retour en politique, de lui donner de l'épaisseur, de comprendre ce qu'il veut dire, de comprendre et d'écouter qui est pour, qui est contre. Donc là, la créativité, c'est de trouver les interlocuteurs, c'est de passer le plus de temps possible à interviewer des personnes différentes et de renouveler. Parce que là, j'écris encore sur le retour de Lula, même aujourd'hui même avant cette conférence, mais je ne peux pas interviewer les mêmes personnes que mi-mars, quand il est de fait revenu sur la scène politique. Il faut se renouveler et trouver d'autres personnes qui vont apporter de nouveaux éléments. Donc la créativité, elle est dans les personnes que vous choisissez d'interviewer, elle est dans l'image que vous allez utiliser comme accroche de votre papier. Je ne vais pas aujourd'hui décrire la scène de Lula qui apparaît au pupitre de la conférence de presse il y a un mois. Il faut que je trouve une autre image, une autre idée. Donc, l'accroche d'un papier, c'est intéressant aussi. C'est quel est le… Maintenant, il y a beaucoup d'articles qui sont réservés aux abonnés. Donc, parfois, on se dit les 5 premières lignes, c'est la seule chose que les personnes vont lire. Voilà, l'accroche, c'est un super exercice intellectuel. Qu'est-ce qui distingue 10 articles différents comme accroche? Il y a plein d'accroches en ce moment où on pourrait presque même enlever le premier paragraphe parce que ça raconte toujours la pandémie augmente, nanana, nanana, avec l'augmentation des cas. Enfin, c'est de trouver la meilleure accroche, pas forcément la plus spectaculaire, mais la plus originale ou la plus personnelle ou la plus singulière. Donc ça aussi, c'est un vrai exercice de créativité. Enfin, c'est de l'écriture, mais c'est intéressant aussi de se renouveler. Bonjour, l'intervenante a parlé d'organiser son réseau social en fonction des sujets qui nous intéressent. Comment faire cette organisation, hormis le fait de suivre les gens à qui on s'intéresse? Ok. Alors, c'est une très bonne question. Sur Twitter, par exemple, mais je pense qu'il y a des formations, il y a des personnes surtout plus qualifiées que moi pour répondre, mais vous pouvez organiser des listes. Quand vous cliquez sur une information ou sur une personne, vous pouvez la mettre dans une catégorie. Donc, par exemple, moi, j'ai fait des catégories santé Brésil. Donc, j'ai regroupé dans cette liste tous les acteurs ou même les sous-pages des journaux, par exemple. Vous pouvez suivre dans un média la partie santé. Donc, vous pouvez vous abonner pour recevoir uniquement dans cette liste-là ces informations. Et ensuite, le matin, au lieu d'aller sur votre page principale, vous allez dans cette liste. Et dans cette liste-là, vous aurez les activités. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est par exemple dans les alertes Google, vous pouvez configurer vos mots-clés pour recevoir les alertes des sujets que vous suivez. Donc, il faut arriver à bien trouver ces mots-clés. Mais par exemple, si vous suivez les questions alimentaires ou les ONG, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on vous envoie une newsletter. Vous pouvez, par exemple, vous faire votre propre revue de presse, définir les langues. Donc, par exemple, vous pouvez suivre tout ce qui est écrit en portugais, en anglais, en espagnol et dans tel ou tel pays, dans les alertes Google, sur le thème FAIM, F-A-I-M, sur le thème du président. Vous pouvez suivre, par exemple, moi, si je veux suivre, en l'occurrence, ce serait trop vague, mais ce qui est écrit sur Bolsonaro depuis le Brésil en portugais, j'ai une alerte tous les matins qui m'informe de ça. C'est un mauvais exemple. Par exemple, sur un grand événement qui se prépare, forum mondial, conférence de l'ONU, vous allez vous mettre des alertes quelques mois avant pour suivre tout ce qui est écrit sur ce thème. Donc, ça vous permet de filtrer à la fois par langue, par mots-clés, et vous allez recevoir presque de façon automatique dans votre boîte mail ces mots-clés-là. Vous la désactivez ou vous la réorganisez si vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'a aucun sens. Moi, par exemple, l'alerte Brésil en portugais, en français, voilà, c'est trop vaste. Donc, j'ai dû l'affiner au fur et à mesure. Par ville, par personnalité politique. Mais par exemple, si je mets le nom du gouverneur de São Paulo dans mes alertes mail en français, je vais recevoir tout ce qui est écrit en français sur le gouverneur. Donc, ça cible déjà un petit peu. Mais je le suis évidemment sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, il y a plein de façons de voir selon votre travail ce qui va être le plus utile pour vous. As-tu une dernière chose à ajouter?
Écoutez, non. J'étais très heureuse parce que moi, ça m'a fait du bien de réfléchir à ces méthodes de travail qui sont parfois artisanales, on va dire. Mais voilà, j'aime toujours échanger avec vous et avec nos confrères du monde entier. Donc, je trouve ça très stimulant et je vous remercie vraiment pour cette opportunité. Merci aussi, merci à Madame Marie Nodachar d'avoir partagé avec nous ses conseils précieux sur comment trouver de bonnes idées de reportage. Ça nous aide vraiment dans l'exercice de notre métier, puisque c'est ce qu'on fait au quotidien. Merci également à tous les participantes et les participants pour que vous soyez dans le monde qui avez pris aussi de votre temps pour suivre cette formation. J'espère qu'elle a été riche pour vous. J'espère aussi qu'elle a comblé vos attentes. J'espère que vous avez trouvé des ressources utiles, vous avez trouvé de nouvelles manières de découvrir, de dénicher des idées de reportage. Nous avons lancé un petit sondage. Le lien est envoyé dans la boîte de discussion qui est en bas de vos écrans. Nous vous prions de prendre quelques secondes pour le remplir afin de nous dire si le webinaire a été riche pour vous, si vous avez des recommandations à nous faire. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain sur un autre sujet, comment informer sans semer la panique en cette période de crise sanitaire face à l'avalanche d'infos anxiogènes. Merci à tout un chacun. Les discussions continuent dans le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum privé sur Facebook qui ne rassemble que des journalistes et ensuite des experts de la santé. Donc, s'il y a parmi vous des gens qui nous ont suivis et qui ne sont pas encore journalistes, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, une bonne après-midi à tous et au revoir.